Bonsoir tout le monde, je suis Alexandre Michy, cardiologue. J'ai l'énorme plaisir aujourd'hui de modérer notre webinaire France PCI, un succès Made in France, avec Dr Géraldine Gibaud-Gentil et Dr Grégoire Ranger, le créateur de France PCI. Bonsoir Géraldine, bonsoir Greg. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir Alexandro. Alexandro. Merci à tous et merci bien sûr à Grégoire et Alexandro de modérer ce webinaire. Je vous rappelle qu'on peut poser des questions en direct pour ceux qui le souhaitent et à y répondre à tout moment. Donc Grégoire, pour commencer, tu peux nous expliquer les origines du registre et voilà comment tu t'y es pris. Bonsoir à vous tous. Merci encore de me donner l'opportunité un peu de parler de ce beau projet de France PCI. Et effectivement, il est parti comme un peu des belles aventures d'une histoire de copains, comme une start-up au fond d'un garage. Là, c'était dans un restaurant où on avait l'habitude de se réunir en région centre, tous les cardiologues interventionnels de la région centre, pour échanger nos cas. Et puis en 2013-2014, on s'est dit que ça serait bien qu'on fasse un registre régional, il en existait déjà dans 2 ou 3 autres régions de cardiologie interventionnelle. Et du coup, on s'est lancé dans cette aventure. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que c'était assez incroyable qu'on ne sache pas ce que deviennent nos patients et qu'on ne puisse pas évaluer clairement nos pratiques. Et c'est ce qu'avaient démontré déjà d'autres régions et d'autres pays, notamment en Suède, avec des registres existants. Donc, on s'est lancé un petit peu avec insouciance dans cette aventure, parce qu'on ne savait pas du tout où ça allait nous mener. En tout cas, à ce moment-là, on était uniquement sur une logique régionale. Et puis, les choses se sont un peu enchaînées parce que j'ai rencontré René Koenig en 2014 quand on commençait notre registre régional avec les 600 de la région centre et qui était à ce moment-là, qui prenait les rênes du GACI et qui voulait monter un registre national. Et donc, je lui dis, ça tombe bien, nous, on s'est lancé dans une aventure régionale avec un modèle assez moderne, tout électronique, on verra un petit peu plus en détail après. Et il m'a dit, bingo, on va voir ce que ça donne et si ça marche, on va essayer de le déployer au niveau national. Donc, c'est comme ça que tout est né à partir d'une histoire de copains qui ont toute confiance, échangent un peu leurs aventures, leurs expériences et décident d'avoir un projet fédérateur. Et quelles sont les données qui vont être collectées via donc ce registre? Alors, on n'a pas réinventé la poudre, hein. On s'est inspiré des données classiques dont on a besoin pour faire des études et des évaluations dans le domaine de l'angioplastie coronaire. Et donc, on a jusqu'à 150 variables récoltées par patient. Ça fait beaucoup, mais heureusement, c'est relativement indolore parce qu'on recueille ces données de façon quasiment transparente au sein d'un logiciel métier de compte-rendu d'examen. Et les données qu'on recueille, donc c'est pour le ST+, et c'est la particularité de ces données préhospitalières, donc ces données de délai de préhospitalier, d'intervenants, de mode de revascularisation et de traitement que le patient reçoit avant son arrivée à l'hôpital pour un infarctus de moins de 24 heures. Ça nous permet d'avoir des données très précises sur éventuellement des pertes de chance dans des régions, sur la prise en charge de l'infarctus, et ça nous a permis du reste de publier quelques papiers sur le sujet. Ensuite, on recueille toutes les données épidémiologiques, cliniques, procédurales, de matériel classique. Et particularité pour un registre, c'est qu'on suit nos patients. Sur le compte-rendu de l'hospitalisation, il y a une tech qui est dédiée dans chaque centre à recueillir ces données de suivi hospitalier sur les événements classiques et les traitements de sortie du patient. Et puis, à 1 an, le patient a un coup de téléphone toujours de la même tech qui recueille les mêmes données d'événements et de traitements, ce qui nous permet d'avoir des suivis et des données assez complètes pour pouvoir faire des études. Tu peux nous dire comment ça fonctionne en pratique? Alors en pratique, on a donc voulu que ça soit le plus transparent possible et donc on a
intégrer le recueil des données au sein du logiciel métier, celui que tous les cathétériseurs utilisent pour faire leur compte-rendu d'examen. On a la chance en France d'avoir 2 voire 3 logiciels qui font 90% du marché. Donc, on a pu travailler avec eux pour pouvoir paramétrer leur logiciel, impacter un module France PCI qui flèche toutes les données qui doivent être recueillies dans le cadre du registre. Et donc, l'opérateur, sans réellement s'en rendre compte, au fur et à mesure qu'il fait son compte-rendu fléché, eh bien, il saisit en même temps les données qui vont être transférées quotidiennement et de façon sécurisée, anonymisée, sur un serveur central national qui est coordonné par une équipe l'équipe de coordination qui est basée à Chartres. Donc, le travail c'est un registre qui est tout électronique et il n'y a pas de saisie papier, ce qui permet de gagner beaucoup de temps et d'argent en l'occurrence. Et justement, sur le plan financier, excuse-moi, oui, j'avais pour préciser un petit peu, ce qui est important pour les données d'un registre, c'est qu'elles soient de bonne qualité. Le registre précédent qui s'appelait ONACI, qui avait vu le jour dans les années 2000, qui était une première expérience d'un observatoire national, avait en fin de compte avait échoué de par la faible qualité des données et ne pouvait pas du coup les utiliser et notamment pour des analyses publiables. Donc nous, on s'est vraiment attaché quand on a monté le registre à avoir des données de qualité. Donc on a rendu la saisie des données obligatoire au sein du logiciel, ce qui nous fait avoir une exhaustivité de data de 99,6%, ce qui est excellent. Il faut savoir que toute data qu'on va recueillir a posteriori, qui n'est pas bien remplie initialement, c'est extrêmement compliqué à recueillir et c'est extrêmement coûteux en temps et là aussi en argent. Et on a mis aussi on a équipé chaque centre de moyens humains, de tech, pour pouvoir faire le suivi à 1 an. Et ça permet d'avoir un suivi de 90% des patients à 1 an. Là aussi, on est proche des études, des standards qu'on peut voir dans les études randomisées. Et c'est vrai que ça ne complique pas tellement, enfin, pour l'utiliser, ça ne complique pas tellement les choses quand on a un cardio report de remplir 3 items de plus, quoi. Et sur le plan financier, oui, c'était ma question. Comment on peut s'organiser et comment ça se passe? Qui paye finalement le projet? Alors, les financeurs, initialement, le projet s'est monté avec l'aide des industriels à qui on a demandé de proposer d'avoir un contrat de prestation pour leur donner accès aux données de leur stent et de suivi de leur stent à 1 an en échange d'une aide au financement du projet. Ça nous a permis de lancer le projet pendant quelques années et puis rapidement, on a voulu passer sur un financement institutionnel parce que ça nous garantissait une pérennité qu'on n'avait pas forcément avec les industriels. Et donc, à partir de 2018, on a eu un financement de la part du ministère de la Santé, de la DGOS, qui a permis de financer les moyens humains de l'équipe projet qui est basée à Chartres. Et tout ce qui est les moyens humains et toutes les parties informatiques et qui dépendent d'une région, eh bien, on est allé voir les ARS de chaque région et on leur a démontré un petit peu l'intérêt qu'il pouvait y avoir à financer, à participer à ce registre, notamment pour eux, l'évaluation des soins en cardiologie interventionnelle. Et donc, la région Centre, puis la région Normandie, puis la région Auvergne-Rhône-Alpes nous ont suivis et maintenant, c'est plus de 7 régions qui financent cette partie régionale. L'organisation, elle est aussi supportée par le GACI, puisque de fait, l'association France PCI, qui est le promotrice du projet, les présidents et passe-présidents du GACI sont de fait membres du bureau. Et donc, on est en étroite collaboration avec le GACI et la Société française de cardiologie. Donc voilà, la gouvernance est tenue par le GACI et cette association France PCI et les financements par les instituts, les établissements publics, par la DGOS et les ARS. Quels sont les objectifs du registre au départ? Les objectifs, en fait, compte,
Ce qui est toujours étonnant dans ce type de registre, c'est que, en fin de compte, tout le monde va y trouver son intérêt. Et les registres et les intérêts sont multiples. Pour le patient, eh bien, au final, et c'est ce qui nous porte, hein, c'est de pouvoir améliorer les pratiques. On va le voir rapidement avec les rapports d'activité qu'on génère chaque année, où chaque centre peut s'évaluer et donc voir les pistes d'amélioration dans ces pratiques et donc améliorer ces pratiques. Et donc, au final, on espère que ça va permettre d'améliorer le pronostic du patient. Pour le cardiologue, bah, c'est de s'évaluer, de se comparer, d'améliorer ses pratiques et puis de faire de la recherche avec un outil comme par exemple France PCI, comme France TAVI, pardon, qui permet d'avoir une base de données énorme et de générer beaucoup de papiers et de publications. Pour ce qui est des autorités de santé, ben, ils peuvent faire des analyses épidémiologiques, ils peuvent faire du parcours de soins, notamment dans la prise en charge de l'infarctus. Ils peuvent faire de la pertinence des actes. Ils peuvent faire des alertes sanitaires, comme on l'a fait en publiant pendant le Covid. Les premières équipes françaises à publier la baisse des infarctus pendant le confinement. Et puis, des études de coûts, des évaluations de coûts médico-économiques, d'analyse médico-économique. Et il faut savoir qu'un registre, quand vous participez à un registre comme ça, 1 euro investi dans le registre fait gagner 3 euros à l'institution. Parce que ça permet là aussi à tout le monde d'améliorer ses pratiques, de diminuer peut-être aussi quelques actes inutiles, de mettre en avant des dérives coûteuses et inutiles. Comme on l'a vu notamment sur la durée de la bithérapie, qui est prolongée à plus d'1 an dans 50% des cas et qui n'est pas justifiée, voire délétère. Donc, plein de vertus pour les autorités de santé. Et puis, pour les partenaires, c'est des moyens d'avoir accès à des données de vraie vie, des analyses de post-marketing qu'on peut leur demander pour pouvoir évaluer leur stent une fois qu'il est mis sur le marché. Et puis, au niveau académique, on l'a vu avec le CNCH qui a eu besoin de data pour son livre blanc, eh bien, on a été en mesure de faire des analyses dédiées sur les problématiques qu'il cherchait. Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement à se comparer entre nous, entre centres? Je pense qu'il n'y a pas de risque. Ceux qui ont peur de se comparer, c'est qu'ils ont peur de s'évaluer. Je pense que la seule façon de s'améliorer de façon générale dans la vie, c'est justement de s'évaluer, que ce soit par rapport à un autre ou par rapport à un standard, et de se comparer. C'est comme ça. Si on reste dans son coin et qu'on est persuadé qu'on fait les plus belles choses de la Terre, c'est pas comme ça qu'on va s'améliorer. Et c'est comme ça qu'on a tous grandi et qu'on s'est tous améliorés. Donc évidemment que la comparaison, et ça c'est bien démontré dans toutes les études de registre, permet d'améliorer les choses. Alors on le voit, le bon exemple, c'est SCAR, hein, qui ont 20 ans d'avance sur nous. Ils ont, depuis 20 ans, ils évaluent leurs pratiques. Alors ici, ils ont évalué sur des indicateurs, c'est-à-dire le taux d'utilisation d'aspirine, de bêta-bloquants, de clopidogrel dans la prise en charge d'un infarctus. Et on voit qu'au fil des années, eh bien, ils ont améliorer leur adhérence aux bonnes pratiques de façon extrêmement impressionnante et qui a porté ses fruits, puisqu'au bout de quelques années, ils étaient avec des chiffres de qualité de suivi des recommandations qui étaient très élevés. Une autre façon de montrer ça, c'est que ça tire tout le monde vers le haut. C'est-à-dire que là, vous avez les centres, tous les centres suédois qui participent, hein, ils sont 25, je crois. Et en 2005, on voit qu'ils ont fait un score d'évaluation des pratiques sur 9. Et on voit que le meilleur en 2005 avait 6 sur 9 sur cet indice de qualité, cet indicateur de qualité. Et 2011, eh bien, ils sont tous rattrapés, 75% des centres ont rattrapé le meilleur de 2005. Ça a tiré tout le monde vers le haut. Et c'est ça vraiment la vertu du registre, hein, et de se comparer. C'est vraiment de porter tout le monde vers le haut. Quand vous allez avoir sur un indicateur comme, je ne sais pas, l'ambulatoire, vous allez vous rendre compte que vous êtes à la rue. Nous, c'est ce qui nous est arrivé à Chartres. Eh bien, en 2 ans, eh bien, on a rattrapé le retard, voire on a dépassé, parce qu'on s'est dit, c'est pas possible, on ne va pas rester avec des pourcentages aussi bas. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et on a mis en place, du coup, tous les process pour améliorer les choses. Et est-ce qu'il y a une évolution sur
Alors, sur l'évolution des profils de patients, est-ce que tu as pu, sur l'ensemble des années où on a fait ce registre? Sur le profil des patients, ouais. Alors oui, on va le voir peut-être un tout petit peu plus tard, mais là, juste pour faire le point sur l'état des lieux, parce qu'on on a quand même pas mal avancé depuis 2014, et là, on est actuellement à 47 centres participants. On est même aujourd'hui à 53 centres, puisque là, il y a 3 nouvelles régions qui sont en cours d'ouverture de centres, Pays de Loire, enfin 4 nouvelles régions du reste, les Hauts-de-France, la Bourgogne qui va débuter dans 2 semaines avec Besançon, et puis la région PACA qui va aussi ouvrir. Donc, on va avoir un rythme d'une ouverture par semaine dans les prochains mois. Et on a une vingtaine de centres du CNCH, on a évidemment toutes les obédiences, des CHU, du privé, et on a maintenant 11 régions qui ont au moins un centre participant dans l'étude. Et là, on voit un petit peu l'évolution de la base de données, puisque là, au dernier pointage, en fin 2022, on était à 170 000 angioplasties, 360 000 coronarographies, 50 000 non-stémies et 31 000 stémies, donc ça commence à faire. Bon, je reviens à la question. Y a-t-il une évolution sur les profils patients? Alors, oui, on a vu un petit peu quelques évolutions, mais pas tant que ça, en fin de compte. Par exemple, sur cet indicateur qui est le ratio homme-femme, on s'attendrait à voir plus de femmes arriver dans la salle de Coro depuis 2014. Et en fin de compte, le fait est que ce n'est pas le cas. On s'attendait avec le tabagisme féminin, avec les autres facteurs de risque qui rattrapaient la femme, eh bien, il y a plutôt la tendance à sensibilisation du public aussi aux cardiopathies des femmes, parce que c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Exactement, et ben, tu vois que les chiffres n'ont pas beaucoup évolué, en tout cas, il n'y a pas de différence vraiment significative, voire peut-être une petite baisse du ratio femmes-hommes, ce qui est assez, effectivement, un peu étonnant. Si on regarde sur d'autres, sur l'âge, par exemple, on voit que là aussi, moi, j'aurais eu tendance à dire qu'on prend en charge de plus en plus de patients très âgés parce que les techniques se sont améliorées et qu'on a moins de scrupules, que les patients âgés sont aussi mieux portants. Eh bien, ce n'est pas vraiment le cas. On est passé de 17% de plus de 80 ans à 17,3% en 7 ans. Donc, il n'y a pas vraiment eu de grands changements du profil des âges qui se présentent dans nos salles de dilatation, en tout cas, de patients dilatés. Et on voit qu'il n'y a pas non plus en bas, le diagramme que vous verrez régulièrement, c'est l'évaluation par centre. Et donc, vous voyez, on peut voir les variations par centre. Là aussi, il n'y a pas, sur l'âge, pas de grandes variations notables entre les centres. Et si on regarde sur les facteurs de risque, et donc là, on voit par contre des petites tendances qu'on suspectait, hein, c'est l'évolution et l'augmentation du nombre de diabétiques. Hein, on est passé de 24 à 27%. Un peu moins de dyslipidémiques, 53% à 48%. Et puis, le surpoids, par contre, n'est pas à peu près le même depuis 7 ans. Les tabagiques ont tendance un peu à diminuer et les hypertendus un peu à augmenter. Donc, tout ça, c'est à voir avec précaution. Mais vu l'étendue de la base de données, ça quand même relate une certaine réalité de l'évolution de l'épidémiologie. Le registre France Spécial, c'est aussi pour évaluer les indications des coraux, notamment des coraux évidemment dans l'infarctus, dans le syndrome coronarien aigu, ça, voilà, mais aussi dans le syndrome coronarien chronique. Oui, tout à fait. Exact. Et ben on voit que ce qui a vraiment porté l'augmentation de l'activité d'angioplastie ces 8 dernières années, c'est vraiment le syndrome coronarien chronique. Hein. Et effectivement, on est un peu perturbé parce que entre-temps sont arrivées des études qui montraient que le bénéfice dans le syndrome coronarien chronique n'était pas, en tout cas sur des événements cliniques durs, n'était pas si clair que ça par rapport au traitement médical. Et malgré ça, on a eu courage, ischémia, notamment orbitale. Et bien malgré ça, on a vu tripler quasiment
les indications du syndrome coronarien chronique, là où toutes les autres indications ont légèrement augmenté. Là, j'ai pris vraiment pour avoir un volume de patients, enfin un panel identique, parce que la base, elle s'est élargie de nouveaux centres. Donc, sur les 6 centres historiques de la Centre Val-de-Loire, qui sont évidemment les mêmes depuis 2014, eh bien, on voit quand même une augmentation un petit peu de toutes les indications, à part l'angor instable, surtout pour des raisons de définition qui ont changé. Et là, bien, on voit là sur l'ensemble de la base de données qu'effectivement, ce pourcentage de patients dilatés pour un syndrome coronarien chronique, il a pris une proportion importante. Hein. Il est passé de 29%, si on compte les ischémies silencieuses, à 39%, à maintenant plus de la moitié des patients qui sont dilatés dans nos salles de cathé. Là aussi, hein, une petite discordance par rapport aux résultats des études cliniques. On voit par contre les proportions de STEMI et non-STEMI en rapport diminuent de fait. Si on regarde un petit peu l'évolution de l'ambulatoire, on en parlait tout à l'heure, eh bien, on voit que… Excusez-moi, je ne suis pas sur l'ambulatoire, je suis sur les ischémies, alors sur la pertinence des actes. On voit qu'on a regardé un petit peu si on a retrouvé une indication validée par le SC d'angioplastie dans la base de données, et on a regardé quel était le nombre de patients qui n'avaient pas d'ischémie documentée, que ce soit avec FFR ou avec des tests d'ischémie non invasifs. Et on voit que là aussi, on est avec des chiffres qui sont à peu près ce qui est connu dans toutes les spécialités, c'est-à-dire 30% d'actes non évidents, avec des indications qui ne sont pas évidentes. Et c'est à peu près partout selon les données d'OMS. Mais on voit que ces chiffres-là ont tendance un peu à augmenter. C'est un peu bizarre aussi parce qu'on a de plus en plus d'outils. C'est pas l'évident de cardiopathie ou de valvulopathie. Alors, il peut y avoir effectivement le TAVI qui a pu favoriser un peu l'augmentation, mais ça reste quand même assez marginal. Et donc, il y a peut-être le scanner coronaire qui arrive sans ischémie documentée, on tombe sur une lésion qu'on juge angiographiquement significative et on la dilate sans forcément prendre le temps de faire une FFR. Oui, parce qu'on sait que les utilisations des FFR sont malheureusement en France assez bas, à 9 à 10%, et ne vont pas, on va dire, en s'améliorant avec des remboursements. Donc, là, on voit des grandes fluctuations, par contre, selon les centres, effectivement, avec des centres qui ont tendance à chercher l'ischémie de façon plus systématique que d'autres où ça a l'air d'être moins une priorité, on va dire. Pour ce qui est de l'évolution des examens pré-test, eh bien, on voit que ce qu'on pouvait s'attendre aussi, c'est que le scanner coronaire qui est ici a augmenté, est passé de 3% à 10%, c'est à peu près effectivement ce qu'on a. La scintigraphie myocardique, elle est stable, étonnamment, elle reste à 22%, et on retrouve un peu pas d'ischémie faite, eh bien, qui a augmenté, qui est passé de 20 à 28%, donc là aussi, ça confirme un petit peu ce qu'on disait précédemment. Pour les autres ratios, on est à peu près, ça reste plus confidentiel. Et alors voilà, pour l'ambulatoire, et ça c'est intéressant, je sais que Géraldine t'a aussi favorisé un peu à convaincre tout le monde à faire de l'ambulatoire. Et vous voyez que là, on était parti très bas en 2014 et maintenant, on est à 18% de la moyenne nationale qui font l'ambulatoire avec des centres qui cumulent jusqu'à 70% d'ambulatoire. Vous voyez que nous, Chartres, on est à le centre 1, celui que tout le monde peut-être peut connaître. On n'a pas de choses à cacher et on est passé à peu près de 10 à 15% à 60% en quelques années grâce au Covid, entre guillemets, et puis grâce aussi au registre qui nous montrait qu'on était vraiment pas très bon dans le domaine, et maintenant ça ne nous pose aucun problème. Et on voit que le plafond du reste est à peu près à 70%, c'est-à-dire qu'après, au-delà, je pense que ça reste s'expose, compliqué. Ça reste compliqué. Il y a des centres qui sont effectivement, qui ressortent là. On voit 3 centres. Et alors c'est marrant parce que ça peut être du privé, du public, ça n'a ça ne présage aucunement du type de centre que c'est.
J'ai une question, Greg. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution des modes de révascularisation? Alors oui, les modes de revascularisation, alors pour le coup, ils ont pas trop évolué, hein, hormis le fait qu'effectivement, là, si on prend sur une coronarographie qui présente une sténose à plus de 50%, on a regardé un peu la stratégie entre médicale, chirurgicale ou angioplastie, eh bien on voit que l'angioplastie a un peu gagné, essentiellement du reste sur le traitement médical, mais que chez la chirurgie, il restait à peu près stable, hein, aux alentours de 11-12%. Et l'angioplastie a pris essentiellement ces quelques pourcentages sur le traitement médical. Donc, on est un peu plus invasif qu'on l'était il y a quelques années. Et là, en bas à droite, vous voyez les grandes variations là qu'on peut voir effectivement sur des centres qui sont plus invasives, diront que d'autres, et d'autres qui sont plus avec des stratégies conservatrices. Si on regarde un peu plus dans le détail et sur des indications plus ciblées, sur le tritronculaire, hein, on va essayer de prendre des patients tritronculaires diabétiques où là, logiquement, moins de 70 ans pour l'indication reconnue, c'est quand même la chirurgie de première intention. Eh bien, on voit que là, la chirurgie, effectivement, est beaucoup plus présente, hein, dans 30% des cas, et qu'elle a du reste été stable au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que la chirurgie n'a pas perdu cette indication depuis les 8 dernières années. Le traitement, et on ne voit pas non plus de grande évolution sur l'angioplastie qui a gagné un tout petit peu sur le traitement médical, mais pas tant que ça. Il y a aussi de grandes variations selon les centres. Si on regarde le tronc commun, et là par contre on voit une évolution, c'est-à-dire que le tronc commun, le tabou est tombé de l'angioplastie du tronc commun, à juste titre du reste, parce qu'il y a des troncs communs qui, maintenant, on a commencé à s'améliorer énormément et avoir beaucoup plus d'expérience sur la gestion de la bifurcation du tronc commun, et on est passé de 34% à 47% des indications, donc il fait maintenant jeu égal avec l'angioplastie, avec le pontage, le traitement médical étant évidemment minimaliste, mais j'imagine que c'est des patients qui sont au-delà, qui sont dans des états généraux qui ne permettent pas d'intervention quelle qu'elle soit. Merci beaucoup, Greg. Alors, est-ce que tu peux nous dire deux mots peut-être concernant l'évolution des mesures de sécurité, par exemple sur tout ce qui est radiation ou protection rénale ou autre? Oui, bien sûr, on a regardé ça. Pour la petite anecdote, quand on a Olivier Barre dans notre région, qui est un expert, comme vous le savez, de la radioprotection, qui me demande, au bout de 2-3 ans d'utilisation du registre, de participation au registre, les données pour voir un peu la radioprotection des centres. Et il m'appelle en panique la semaine d'après en me disant, mais il y a un centre sur les 6 qui prend 3 fois plus de rayons que les autres. J'espère que c'est pas moi, parce que j'avais anonymisé et ça aurait été. Et donc je regarde, effectivement, ce n'était pas lui du tout. Donc on a alerté le centre en question. Et en fin de compte, il avait un réglage de sa machine qui était défaillante et il prenait, sans s'en rendre compte, 3 fois plus de rayons que les autres. Donc quand il me demandait pourquoi, est-ce que c'est intéressant de se comparer, ben, là c'est une preuve vivante qu'il n'y a que comme ça que tu peux savoir vraiment comment te comparer. Et on voit en fin de compte sur le taux de rayon, bien qu'on est quand même bien amélioré, essentiellement dû aux machines, hein, qui sont beaucoup plus performantes et beaucoup plus moins gourmandes en rayon. Et on voit là aussi, hein, qu'il y a des centres qui ont 2 ou 3 fois plus de rayons que certains. Alors peut-être qu'il y en a qui ont la pédale un peu plus lourde que d'autres, mais probablement aussi c'est des problèmes de réglage de machine, et que j'espère qu'ils, quand ils verront le rapport, ils se poseront quelques questions sur, en tout cas, ils vérifieront que leur machine est bien réglée. Pour ce qui est de la protection néphrologique, eh bien, on est à peu près avec la même quantité d'iode utilisée depuis les 8 dernières années. Et là aussi, on voit quelques variations, mais somme toute, qui sont assez marginales selon les centres. Je peux te poser juste une question, Grégoire. Est-ce que tu as pu observer une augmentation des rayons dans les centres qui pratiquent de la CTO, ou est-ce que voilà, y a pas de... On n'a pas regardé ça. Il faut effectivement qu'on regarde, mais j'imagine que après, ça dépend de l'importance de l'activité de CTO. Je sais que nous, dans notre région, on a des centres qui font beaucoup de CTO, et il n'est pas impossible qu'on retrouve
on retrouve des taux de radiation un peu plus importants. Néanmoins, quand les gens ont beaucoup d'expérience sur la CTO, ils ont aussi appris à être très économes sur les rayons. Donc voilà, c'est à voir. Mais on sait clairement que c'est des patients sur lesquels on arrive des fois sur les zones rouges d'alerte de cardio report. Parce que ça peut, surtout quand on fait de la rétrograde et que ça dure longtemps, c'est clair que ça peut avoir des impacts sur le taux de rayon qu'on prend. Parfait. Alors, je prends juste 2 secondes pour saluer notre vice-président, Dr Dujardin et Dr Bell, qui sont présents aussi. On passe à la question suivante, notamment une question de la part des participants. Quelles sont les techniques associées à l'angioplastie que le magnifique registre France PCI a pu prendre en compte ou a pu faire l'inventaire? Alors, comme tu l'as vu, on recueille les données de procédure et donc on a regardé, effectivement, on regarde attentivement un peu l'évolution des pratiques, notamment sur les lésions calcifiées où les choses sont en train de pas mal de bouger sur les outils à disposition. Et le rotablator, comme tu le vois, il est assez stable en fin de compte, depuis 2014 et on plafonne avec une utilisation d'1,7%. Quasiment tout le monde utilise du rotablator, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'on se pose toujours la question, mais comment peut-on faire une angioplastie, avoir un centre sans jamais utiliser de rotablator? Parce qu'on voit bien que nos patients sont probablement de plus en plus calcifiés et on attaque des lésions de plus en plus complexes. Mais là aussi, on voit qu'il y a des faibles utilisateurs, hein, moins de 0,2%, et puis d'autres qui utilisent beaucoup plus régulièrement à 6%. Le rotablator, du reste, n'a pas bougé malgré l'arrivée de la lithotricie, qui, elle, a pris sa place sans prendre la place forcément du rotablator. Et on voit que là aussi, il y a des centres plus ou moins à forte utilisation et qu'en moyenne, on est à 0,5%. Mais pour une technique qui vient d'arriver sur le marché en cours d'année 2022, c'est une belle percée. Et c'est vrai que c'est une technique très secure et qui permet de lever bon nombre de résistances qu'on a sur des lésions calcifiées, hormis le bourgeon calcaire. C'est des très bonnes indications et nous, on l'utilise vraiment de plus en plus régulièrement. Pour les autres matériels utilisés, la FFR, malheureusement déremboursée. On espère que les pétitions qui ont été lancées vont porter leurs fruits, puisque c'est une aberration totale, là où les autorités de santé demandent plus de pertinence d'acte. Ils enlèvent l'un des principaux outils pour pouvoir faire poser des bonnes indications d'angioplastie. Et on plafonne difficilement à 9%. Il faut savoir qu'en Suède, vous êtes évalué et vous êtes considéré comme avoir une bonne qualité d'utilisation de la FFR quand vous êtes à plus de 30% d'utilisation dans vos angioplasties. Donc on est loin. Et vous voyez que même le meilleur centre français n'atteint pas le seuil minimal utilisé en Suède de la FFR. Donc on a du travail à faire et il faut vraiment, sur ces outils associés, on le voit aussi pour l'OCT, du travail à faire parce que quand on compare, on se compare déjà entre nous, mais aussi quand on se compare par rapport aux autres pays européens, notamment certains qui ont des registres et qui ont des indicateurs, eh bien, on est totalement à la ramasse. Hein. Là, par exemple, pour l'OCT, dans le tronc commun, le registre BCIS, ils sont à 30 ou 40% d'utilisation de l'OCT systématique dans l'angioplastie du tronc commun, là où on est, à nous, environ à 5% d'utilisation dans le tronc commun. Il y a un problème de cotation et de remboursement, hein. C'est peut-être aussi une limite dans l'utilisation. Oui, bien sûr, mais pas que, parce que tu vois que la FFR, le remboursement n'a pas tant modifié l'utilisation de la FFR que ça. Elle est arrivée en cours de route sur la slide avant, et tu vois que ça a fait doubler la note de FFR, mais ça n'a pas non plus fait grimper tant que ça. Et l'OCT, on a augmenté, on commence un peu à avoir en 2022, on a doublé les chiffres, avec là aussi des centres leaders, mais on reste très très loin des standards et des recommandations, notamment dans beaucoup d'autres pays européens. Merci beaucoup, Greg. Alors, je ne savais pas qu'il faut faire au moins 30% de FFR pour ça, c'est en Suède, hein, c'est en Suède. Mais... j'ai appris... Ils font plus de Saint-Ty, c'est pour ça. Greg, est-ce que tu peux nous dire, on est un petit peu en retard, c'est vrai, est-ce que tu peux nous dire quelques mots concernant le ST+, le STEMI? Alors, le STEMI, rapidement, les délais
prise en charge notamment de transport entre le First Medical Contact, donc le CG qualifiant, et l'arrivée du patient en salle de choro, elle s'est améliorée avec le temps. Et donc, les délais de système et les prises en charge sont clairement meilleurs et on a gagné là-dessus. Et c'est une bonne chose parce qu'on sait que le temps, c'est du muscle et c'est de la vie. Et donc, une amélioration de la prise en charge. Pour ce qui est des traitements préhospitaliers, on voit que le ticagrelor majoritairement est leader et il a été un peu bousculé suite aux publications de l'ESC il y a 2 ans où le prasugrel était un peu revenu, mais on voit que ça reste encore marginal. Le clopidogrel reste présent évidemment pour des patients à haut risque hémorragique, et ça paraît légitime. L'utilisation de la thromboaspiration, grâce à notamment SCAR, qui a fait une très belle étude randomisée au sein du registre, qui a démontré que la thromboaspiration systématique n'était pas justifiée, on a vu baisser son taux d'utilisation qui reste maintenant aux alentours de 20%, ce qui correspond probablement, si Loïc est là, pour nous confirmer que c'est à peu près le pourcentage des gens avec des fortes charges thrombotiques et qui nécessitent d'être thromboaspirés mécaniquement. Pour l'utilisation des anti-GPDB3A, là aussi, plutôt une petite baisse jusqu'en 2017, puis maintenant on est à 20%. Là, il y a beaucoup de croyances, on voit des grandes variations selon les centres. Et puis, le Cangrelor a fait tout doucement, à petits pas, son entrée. C'est un produit qui est sur le même modèle, un anti-réplicateur IV rapide, efficacement, mais qui coûte relativement cher, donc qui est probablement contraint par ce phénomène-là. L'attitude Mimi, ça va faire plaisir à Loïc, elle reste présente et elle n'a pas trop baissé. Elle est à 12%, avec là aussi des believers, comme on dit, qui sont à près de 35 ou 40%, et puis des gens qui en font beaucoup moins. Pour ce qui est de la réadaptation cardiovasculaire après un infarctus de moins de 24 heures, là, on est plutôt en décroissance. On est passé de 58 à 50%, là aussi avec des grandes variations intéressantes. Est-ce que tu peux nous parler des indicateurs de qualité? Alors, avec plaisir, ça c'est vraiment un sujet qui me passionne parce que c'est quand j'ai vu ce qu'ils étaient capables de faire dans SCAR et les quelques diapos que je vous ai montrés au début, j'étais halluciné. Je trouvais qu'avoir un score, alors il faut choisir bien ses indicateurs de façon consensuelle, mais vous voyez là, on a essayé de faire un scoring sur 10 avec des indicateurs qui concernent le syndrome coronarien chronique, le syndrome coronarien aigu, la pertinence des actes dans l'angioplastie et les voies d'abord, la sécurité des procédures et la qualité des données. Et on voit, on donne 1 point si vous avez une meilleure note que la moyenne nationale. Et vous avez 0 point par chaque indicateur si vous avez moins bien. Donc, ça veut dire vert 1 point, rouge 0 point. Et par exemple, pour le centre Chartres, 1, on a une très bonne note. Normal, on essaye d'être au moins exemplaire. Et on voit tout de suite, surtout, que là où on n'est pas bon, c'est sur les délais de prise en charge de l'infarctus. Alors, on est dans une région rurale avec des distances qui sont plus longues, des prises en charge des fois un peu déviantes, comme on l'a publié, avec des hélicoptères qui sont utilisés des fois de façon inappropriée, on va dire. Mais du coup, là, on se dit comment on peut faire pour améliorer nos pratiques. Pareil pour le centre qui va être sur une FFR à 6.5, qui va se dire peut-être, là, il faut que je fasse quelque chose. Donc tout de suite, on a une vision directe de là où vous êtes bon et là où vous êtes moins bon, où il y a des pistes d'amélioration. Ce qui est intéressant, c'est pas là où on est bon, c'est là où on a des pistes d'amélioration, c'est là où on va faire des progrès. Donc on génère ça. C'est dans le rapport d'activité que vous pouvez consulter. Chaque centre peut s'évaluer comme ça en toute discrétion, puisque personne ne connaît votre numéro de centre, logiquement. Parfait. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les données de suivi que vous avez pris en compte en PCI? Alors, on a regardé dans les critères OCDE, la mortalité à 1 mois. Alors là, je crois que c'est sur la cohorte historique de centre Val-de-Loire, et on a vu que
eh bien, on s'est plutôt un peu, on a tendance à une amélioration. Alors, j'ai une baisse en 2018 de 3%. Je n'explique pas. Mais on voit que la tendance, elle est quand même plutôt à l'amélioration et que là aussi, la prise en charge plus précoce, les traitements plus puissants anti-implicataires, tout ça a fait que petit à petit, ça porte ses fruits. Et c'est difficile de dire que c'est lié au registre, hein, c'est plutôt lié aux pratiques et aux traitements qui se sont améliorés avec le temps. Et on voit là en bas, en fonction des indications, l'évolution de la mortalité, c'est relativement stable pour tout ce qui est non-STEMI, encore stable et instable. Et puis une petite baisse pour l'infarctus, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est là où sont aussi les chiffres les plus élevés de mortalité. Et on peut voir hein, dans ces rapports, eh bien, là aussi, tous vos MACE à 1 an, vous pouvez voir la mortalité globale. Alors, attendez, je ne vois pas tout. 2019-2020, et on voit que eh bien, les choses, certaines choses, la mortalité à peu près stable, la thrombose de stent toujours à peu près stable à 0,7%, et puis le taux de revascularisation, vous avez vu, maintenant est très bas, hein, sur la lésion cible à 4,4%. La sténose, c'est vraiment maintenant mineur. Encore un peu d'hémorragie, et puis 1,8% de TVR. D'accord, parfait. Est-ce qu'on peut parler rapidement de l'intérêt scientifique de France PCI? Il me paraît que l'intérêt scientifique est vraiment très important également. Alors oui, maintenant on est organisé autour d'un comité scientifique avec des représentants de chaque région, qui soient privés ou publics, et présidé par Jean-Philippe Collet de la PCI-Pétrière. Et depuis maintenant 2018, on a utilisé cette base. On est à 14 publications dans des revues internationales, dont certaines ont fait un petit peu plus parler d'elles, notamment celle-ci, où on a démontré que prendre un hélicoptère dans la prise en charge d'un infarctus, vous faites, en tout cas dans la région centre, vous faisait perdre 1 heure de prise en charge préhospitalière, parce que un hélicoptère, ça va plus vite qu'un camion, mais le temps d'acheminer le patient dans l'hélicoptère, de le sortir de l'hélicoptère, d'aller chercher l'hélicoptère, des fois il ne peut pas se poser près de l'hôpital ou près du patient, il faut qu'une ambulance vienne le chercher. Eh bien, tous ces petits moments s'accumulent et font qu'au final, c'est délétère en termes de délai de prise en charge par rapport à un camion. En tout cas, dans nos régions, et qui est pourtant la région la plus grande en termes de surface, mais avec le moindre centre de coraux régionalement. On n'a que 6 centres, donc on a un maillage très large, et malgré ça, on a vu que il y avait beaucoup d'hélicoptères qui étaient engagés pour des patients à moins de 50 km de la salle de coraux, ce qui n'a aucun sens. Entre 50 et 100 km, il n'y a pas de bénéfice, et à plus de 100 km, il n'y avait quasiment aucun patient qui n'était à plus de 100 km d'une salle de cours. Donc ce premier papier, et le deuxième, c'était ce que je vous ai parlé, c'était on a démontré, et on fournissait du reste les données au ministère de la Santé régulièrement, chaque semaine, sur l'évolution de l'incidence de l'infarctus pendant le confinement, parce qu'ils étaient très inquiets sur cette baisse drastique qu'on a tous observée. Et qui était essentiellement lié aux petits infarctus qui ont décidé de rester chez eux en se disant on ne va pas déranger, ils sont surchargés, comme on a vu avec les AVC où les AIT sont restés plus souvent à la maison et ne sont pas venus à l'hôpital. Parfait. Quels sont tes projets en cours, Grégoire? Quels sont les projets de France PCI en cours? Alors, le problème pour mon emploi du temps, c'est que les projets, il y en a 100 000 qui naissent de ce registre-là. Juste avant ce webinaire, on était en conférence téléphonique avec Grégory Katz, qui fait de l'évaluation des pratiques par le patient, ce qu'on appelle les PROMS, et pour implémenter des PROMS au sein du registre, et donc ne pas évaluer uniquement sur les événements cliniques, mais sur le ressenti du patient, son expérience patient, qui est très actuellement à la mode et très porteur au niveau des autorités de santé. Nos autres projets, c'est évidemment de continuer à s'étendre sur l'ensemble du territoire. On est 53, je vous ai dit, on devrait être 80, 90 à la fin de cette année, parce qu'il y a il y a 4 grosses régions qui sont en train d'ouvrir
tous leurs centres. On va s'apparier avec le SNDS pour avoir des données à long terme sur la mortalité, sans avoir à appeler le patient. En tout cas, on peut le suivre maintenant sur un long terme. On peut aussi appareiller avec les données de la CPM ou les données du PMSI. Donc, ça va nous donner un champ de données, élargir un champ de données très important. Et pouvoir aussi éventuellement s'apparier avec d'autres bases de données européennes. On a des projets notamment avec le Health Hub sur des harmonisations de données au niveau européen. Et puis on a créé une petite application avec un fournisseur de logiciels pour essayer de suivre les patients par SMS à 1 an pour éviter d'avoir à les appeler. Ça marche dans 20% des cas, les gens répondent et remplissent leur questionnaire et ça nous fait économiser un peu de temps tech. Donc voilà un petit peu les principaux projets en cours. Alors, merci, hein, vraiment c'est un super travail, c'est un super projet abouti maintenant et je crois que pour connaître ces pratiques, les évaluer pour le devenir des patients, pour s'évaluer par rapport aux recommandations, c'est fondamental, et pouvoir fournir aussi des données aux tutelles, comme tu l'as dit, évidemment pendant la crise sanitaire, mais en dehors des crises sanitaires, c'est évidemment fondamental pour appuyer nos demandes. Et lorsqu'il y a des décisions qui sont complètement aberrantes, on peut peut-être utiliser ces données de France PCI pour démontrer que voilà, ça a un intérêt pour le patient et pour le suivi clinique et évidemment à distance, quoi. Ça, c'est un élément très important, hein, c'est que ce soit porté par les cardiologues, hein, parce que ces données-là, on le voit quand c'est porté par des ARS, eh bien, et tu le connais, hein, puisque dans ta région, une ARS porte le projet Île-de-France, eh bien, d'abord, il y a une perte de confiance du cardiologue de confier à l'ARS. Nous, on fait un filtrage, nous sommes propriétaires de nos données et on les transmet aux autorités de santé avec une lecture critique de ces données-là. Et c'est eux les financeurs, donc ils auront accès aux données. Mais clairement, ce filtrage-là, il est essentiel et pour la confiance et pour la qualité des analyses qu'on va faire derrière. Ouais, vraiment, je crois que c'est très important, effectivement. Parfait. On va conclure. Merci beaucoup, Greg. Merci beaucoup, Géraldine. Vous allez pouvoir retrouver cette interview, cette présentation, cette très belle présentation sur notre vue cardio-H assez rapidement sur la chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci, Greg. Merci, Géraldine. Merci à tous. Mais merci à tous les participants et tous les acteurs c'est un projet collectif et c'est pour ça que ça marche. Donc, merci à vous pour cette belle vitrine. Magnifique. Super, merci. merci. Au revoir. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée.